Bonsoir à tous, bienvenue, à tous nos compatriotes qui sont situés en Belgique, au Royaume-Uni et puis en Suisse. Aujourd'hui, et merci à l'UFE, donc grâce à l'UFE, nous allons avec Céline Richard de Family Links, et moi-même Angélique Deveau de l'étude Chevreux, nous allons tous vous présenter, comment anticiper la protection du mineur et du majeur s'il est devenu incapable lors d'une expatriation. Je vais passer la main à Céline qui va vous présenter le sommaire de notre présentation et va vous introduire les premières mesures. Alors, je passe voilà, au bon slide. Bonjour à tous. Alors, nous allons dans un premier temps vous faire donc une présentation de ce sujet, qui est un sujet très intéressant et dont on parle assez peu. Donc, on est ravis d'en parler aujourd'hui. D'abord, on va s'intéresser à la protection du mineur, le mineur qui est parti en expatriation ou qui reste en France, et ensuite la protection du majeur incapable ou devenu incapable pendant l'expatriation des personnes de son entourage. Ensuite, on passera aux questions-réponses pendant environ 25 minutes et puis vous aurez tous les contacts dont vous avez besoin. Alors, sur la première partie, on va démarrer donc par la protection du mineur. Il y a différents cas à envisager en termes de protection du mineur. Chaque expatriation mérite une attention particulière, que les époux aient déjà des enfants et qu'ils soient communs ou non. Il y a plusieurs cas classiques d'expatriation qui vont permettre de présenter les différents mécanismes offerts par le droit français et qui sont à la portée des parents afin d'anticiper d'éventuelles difficultés et d'assurer une sécurité à la fois juridique et patrimoniale de leurs enfants. La première hypothèse, le mineur part avec ses deux parents, donc il les accompagne dans l'aventure de l'expatriation. Le mineur, deuxième hypothèse, part avec un seul de ses deux parents. Troisième hypothèse, le mineur est parti seul, sans parents, pour être scolarisé à l'étranger, notamment pour effectuer un séjour linguistique ou une formation de plus longue durée. Et enfin, le mineur qui reste seul en France. D'abord, quelques rappels importants sur la notion d'autorité parentale, qui est une notion française et à l'étranger, qui est très souvent appelée responsabilité parentale. Alors, il s'agit du socle fondamental de la protection du mineur, qui est commune à la plupart des systèmes juridiques et qui est composé pour le parent d'abord de devoirs, les devoirs principaux étant d'assurer la protection des enfants, de s'occuper de son éducation, de les héberger, de les nourrir, de veiller à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité et à les respecter en tant que personnes. Cette notion recouvre aussi un certain nombre de droits des parents, droit de fixer la résidence habituelle des enfants, de contrôler ses déplacements, de décider de son orientation scolaire ou religieuse et de déterminer les modalités de son éducation. Il ne faut pas oublier aussi que les droits inclus dans la notion d'autorité parentale sont aussi des droits entre les deux parents, devoir de s'informer mutuellement et de communiquer, devoir de respecter les liens de l'un des parents avec, avec l'enfant ou les enfants, et également le fait de respecter l'image de l'autre parent et sa place. Donc c'est une notion très importante qu'il faut avoir en tête et qui doit être protégée dans tous les cas de figure que nous allons voir avec Angélique. Merci beaucoup Céline et merci pour la présentation de ces différentes hypothèses. Alors la première que l'on vient de citer, c'est lorsque l'enfant vit en expatriation avec ses deux parents, ce qui est quand même l'hypothèse la plus courante. Eh bien, les parents sont détenteurs de l'autorité parentale, ce que cela veut dire qu'ils prennent toutes les décisions importantes relatives à leur enfant. Mais dans cette hypothèse, comment prévenir la prise en charge de l'enfant à l'étranger en cas d'imprévu touchant les parents? Eh bien, il y a plusieurs dispositions que vous avez la possibilité de prendre avant votre expatriation ou même pendant votre expatriation et notamment, la rédaction d'un testament.
testament qui sera déposé chez un notaire et qui viendra désigner le tuteur, la personne qui matériellement et moralement veillera sur l'enfant. Bien entendu, il faudra informer au préalable ce tuteur de votre démarche, soit avant de quitter la France, soit même pendant, pour s'assurer de son consentement, s'assurer que c'est la bonne personne. Et vous pouvez également, dans ce testament, désigner un tiers administrateur. Alors, ce peut être la même personne, le même tuteur qui s'occupe à la fois de l'enfant et la personne qui s'occupe donc des biens de l'enfant, ou bien ce peut être 2 personnes distinctes. Ensuite, il vous est possible également de préparer ce qu'on appelle un mandat de protection pour autrui. Donc ce n'est pas pour vous, c'est pour autrui, votre enfant, ce qui suppose, que cet enfant, par exemple, ait, une incapacité le jour où il serait devenu majeur. On en reviendra un petit peu plus tard sur ce cas de figure. La seconde hypothèse, c'est lorsque l'enfant vit toujours en expatriation, mais avec un seul de ses parents. Alors, le parent souhaitant partir seul avec l'enfant mineur doit impérativement, bien entendu, obtenir l'accord préalable de l'autre parent, celui qui est resté en France. À le défaut, il faudra requérir une autorisation auprès du juge aux affaires familiales. En cas d'incapacité, comment prévenir la prise en charge de l'enfant à l'étranger s'il y avait un imprévu qui touchait les parents? Eh bien, là encore, vous avez la possibilité, avant de partir ou pendant l'expatriation, de rédiger un testament en désignant un tuteur qui s'occupera de l'enfant et ou un tuteur qui s'occupera des biens de l'enfant, de la gestion des biens de l'enfant. Et puis, vous avez aussi la possibilité, par devant notaire, d'établir un mandat de protection pour autrui, donc pour l'enfant devenu majeur en cas lui-même de son incapacité. La troisième hypothèse, le mineur qui part seul pour être scolarisé à l'étranger. Alors, on le voit de plus en plus, il y a plein d'options aujourd'hui possibles pour permettre aux enfants de vivre des aventures d'expatriation au cours de leur formation. Ils peuvent être inscrits dans des écoles étrangères, dans des organismes de séjour linguistique. Tout ça doit être largement anticipé par les parents. Pour protéger l'enfant mineur qui va donc se retrouver seul à l'étranger, il doit impérativement être muni d'une autorisation de sortie du territoire. Il est également possible de transférer à un tiers la responsabilité d'accomplir les actes usuels, donc un tiers qui se trouve dans le pays où l'enfant mineur va être scolarisé et qui pourra être présent physiquement en cas de nécessité. Donc accomplir des actes usuels sont par exemple accompagner un enfant mineur chez un médecin, remplir des documents administratifs. Ce sont des actes dits de tous les jours, de la vie courante. Par exemple, le tiers à l'étranger, évidemment, ne pourrait pas permettre aux mineurs d'accomplir un acte de disposition. Ensuite, pour une protection accrue, il est aussi possible de déléguer partiellement l'autorité parentale, qui est une procédure un petit peu contraignante et qui nécessite de passer auparavant devant un juge. Notre dernière hypothèse sur le mineur est celle dans laquelle le mineur va rester en France tandis que ses parents vont partir pour une période déterminée ou indéterminée. La plupart du temps, cet enfant va être logé chez des membres de la famille ou chez des amis proches à qui il sera possible de transférer la responsabilité d'accomplir les actes de la vie courante. Il est également possible de préparer un testament qui rentrera un peu plus en détail sur ce qui pourrait se passer en cas, par exemple, de décès des deux parents, que vous pouvez donc testament déposer chez un notaire. Et puis encore l'option du tiers administrateur des biens de l'enfant, de ce tiers administrateur pouvant être ou pas les personnes chez qui l'enfant va être logé. Nous allons voir ensuite en partie 2 la protection du majeur incapable et je laisse la parole à Angélique.
Merci beaucoup Céline. Alors c'est vrai qu'on a vu toutes les incapacités liées à la minorité, et bien malheureusement, comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et parfois, l'adulte, le majeur devient lui-même incapable, notamment notamment à cause, de facultés, mentales, typiquement, il tombe en Alzheimer ou bien, suite à un accident, qui pourrait le plonger dans une incapacité, totale. Alors, il existe différentes protections, concernant les majeurs, vis-à-vis de leur incapacité. C'est vrai qu'on est plutôt face à des mesures traditionnelles en France, auxquelles vous avez peut-être déjà été confrontés. Notamment, vous avez recours donc à l'habilitation familiale qui est entrée, en vigueur il y a quelques années. Il y a la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle. Toutes ces mesures sont des mesures judiciaires. Elles font appel, à une autorisation judiciaire, au moment de l'incapacité lorsque celle-ci se révèle. Alors, ce sont donc des mesures traditionnelles et il est possible, par anticipation, de contractualiser, en fait, en quelque sorte, ces mesures, et on les contractualise quand on a encore sa capacité. C'est-à-dire que, quelque part, on va choisir, au moyen de différents mandats, qui sera son tuteur, en quelque sorte, au moment où l'incapacité se révélera. Alors, vous avez plusieurs mécanismes de protection qui sont envisageables. Il existe le mandat de protection future pour soi-même. Typiquement, j'ai Alzheimer, je ne peux plus, subvenir. J'ai aujourd'hui, alors que je suis en pleine capacité, choisi en avance la personne qui s'occupera de mes biens pour le cas où je ne pourrai plus, y suffire moi-même, au moment où j'aurais eu, tout simplement un Alzheimer. Il existe aussi le mandat de protection pour autrui, donc cela peut concerner donc vos enfants lorsqu'ils seront devenus majeurs et malheureusement également devenus majeurs incapables. Typiquement, si vous avez un enfant qui est handicapé, c'est une façon, de contractualiser en fait la prise en charge, de votre enfant à ce moment-là. Et puis, il y a le mandat à effet posthume, on en parlera un petit peu après. Le mandat à effet posthume, il fonctionne au moment de la succession. Le mandataire, c'est une personne qui va venir gérer et administrer, les biens de la succession. Alors, le premier mécanisme, le mandat de protection future pour soi-même. L'intérêt de ce mandat est de désigner une personne qui va rester en France pour permettre au mandant de se faire représenter s'il ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Concrètement, ce mandat, il va être établi par acte notarié ou sous signature privée. Il va préciser la nature et l'étendue des pouvoirs de représentation qui vont être conférés au mandataire et il peut également préciser plus dans le détail l'organisation de sa vie à l'avenir et autoriser le mandataire à effectuer des actes de gestion courante et de conservation de son patrimoine. Donc, le mandat de protection future doit impérativement être rédigé alors que la personne qui va être donc le mandant a ses pleines capacités mentales et est parfaitement consciente, conseillée de ce qu'il est en train de signer. Si la personne a déjà une perte de ses facultés mentales, il est trop tard pour signer un mandat de protection future. Donc, couramment, ce mandat, il va être signé par des parents âgés qui vont confier peut-être à l'un de leurs parents, de leurs enfants, la qualité de mandataire si au cas où un jour ils seraient plus en capacité de gérer leur patrimoine et de prendre des décisions importantes sur leur santé. Ce mandat va être actionné au moment où sera constatée l'altération des facultés mentales ou corporelles du mandant qui ne pourra plus s'occuper de lui-même. Le mandataire devra alors obtenir un certificat médical très circonstancié d'un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Donc, ces listes se trouvent sur les sites des cours d'appel et vous avez donc des médecins experts référencés que vous pouvez contacter. Une fois ce certificat médical dressé, vous pouvez présenter ce document au greffe du tribunal judiciaire du ressort du domicile de la personne protégée pour mettre en œuvre le mandat. Le deuxième mécanisme est celui dont vous a parlé Angélique du mandat de protection pour autrui.
Alors, il est intéressant parce qu'il doit être privilégié quand les expatriés ont par exemple des enfants majeurs qui souffrent d'une maladie ou d'un handicap et qui nécessitent une représentation juridique. Au moment où le mandant parti en expatriation va être dans l'incapacité, le mandant, pardon, le majeur, par exemple, incapable, va se retrouver dans l'incapacité de s'occuper de son enfant à l'avenir, le mandat va être mis en œuvre. Donc, il doit prévoir la désignation par le mandant d'une personne de confiance qui sera chargée de veiller sur l'enfant majeur incapable. Angélique, est-ce que j'ai été assez claire sur cette explication? Je ne suis pas sûre. Si, 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 c'est très bien. C'est vraiment à privilégier, surtout si vous avez un enfant effectivement, qui souffre d'une maladie ou d'un handicap, même en tant que mineur, hein, bien entendu, et qui se révélera, lorsqu'il sera majeur. Donc c'est vrai que et à forte raison, dans ces situations-là, on exprime souvent, une certaine angoisse pour, l'avenir et le mandat de protection pour autrui permet en tout cas sur le plan, matériel, gestion des biens, de pouvoir s'occuper, de l'enfant à l'avenir. C'est très important. Et le dernier, des mandats que nous vous présentons ce soir, c'est le mandat à effet posthume. Alors il intervient effectivement au moment d'une succession. L'intérêt de ce mandat, donc comme on le précise, c'est de prévenir la survenance d'un événement fortuit qui toucherait l'expatrié et il permet ce mandat de confier à une personne de confiance, là encore, la bonne gestion et l'administration de toute ou partie de la succession. Heu, c'est intéressant si, vous pensez, notamment il puisse y avoir un litige entre les héritiers, ou bien s'il y a une certaine vulnérabilité, d'un héritier, là encore. Notamment si vous avez ça je pense que c'est aussi très intéressant en cas d'expatriation, lorsque le patrimoine de l'expatrié est un patrimoine international. C'est-à-dire lorsqu'il est déposé entre plusieurs pays, la gestion de ces biens peut être très compliquée. Donc la nomination d'un mandataire, à effet posthume, peut être intéressante pour la gestion de ces biens à ce moment-là. La forme du mandat, elle doit être automatiquement faite par acte notarié et bien sûr du vivant de son auteur. Et puis, vous aurez donc la possibilité de désigner un ou plusieurs mandataires, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, des sociétés. Il ne faut pas le confondre non plus avec l'exécuteur testamentaire, mais les 2 peuvent tout à fait intervenir dans le cadre d'une succession. Donc c'est très intéressant, lorsque l'on est bien sûr expatrié et lorsque le patrimoine est très diversifié entre les pays. Le conseil du praticien, eh bien, comme vous voyez, il existe plein de mécanismes. Là, nous vous avons présenté des mécanismes français. À l'étranger, il existe bien sûr d'autres mécanismes. L'idée, c'est surtout de s'assurer que le mécanisme que vous pouvez avoir en France ou à l'étranger puisse s'harmoniser, s'exécuter, ensemble. Donc dès lors que, vous êtes, dans un cas de figure d'expatriation, que vous avez un patrimoine en France, mais aussi dans votre pays de résidence, eh bien, vous devez vous assurer que le mécanisme choisi puisse fonctionner dans le pays A et dans le pays B de manière harmonisée. Et pour cela, vous devez prendre attache auprès d'un professionnel en France, bien sûr, mais aussi auprès d'un professionnel local, ou bien les 2 doivent tout simplement se rapprocher. En tout état de cause, vous l'avez vu, la clé en fait, pour une bonne gestion, et s'assurer, je dirais, de l'avenir, c'est tout simplement l'anticipation. Vous devez aussi anticiper ces questions, nul ne sait, ce qui peut nous arriver malheureusement. On a respecté le temps imparti, on est plutôt contente, je pense. Et nous terminons par notre page de contact. Exactement. Donc, on est à votre disposition pour des questions. Alors, il y a déjà plusieurs questions dans le chat. Il y a une première question de Josépha. Alors je pense que tout le monde va pouvoir la lire, voilà. Quelle protection mettre en place, hein, si je décède à l'étranger pour garantir que mon ex-conjoint qui est resté en France ne touche pas l'héritage de mes enfants
avant qu'il ne soit majeur? Eh bien, ça répond à ce que l'on vous disait, juste avant, notamment la désignation d'un tuteur au bien, d'un tiers administrateur finalement, au moment de votre succession. C'est-à-dire que par testament, vous-même, vous pouvez désigner la personne qui va gérer le patrimoine de vos enfants, de votre enfant, de vos enfants, au moment de la succession. Il s'agit tout simplement d'un testament. Alors ce n'est pas un testament dans lequel on veut dire: «Les biens reviendront à telle ou telle personne», du tout. C'est un testament vraiment dans lequel on nomme un tuteur aux biens. L'avantage d'un testament déposé chez un notaire, c'est que premièrement, on va le retrouver, ce testament, puisqu'il sera dans le coffre du notaire, donc vous avez la garantie, qu'il ne soit pas perdu, par exemple. Et puis, on conseille de l'enregistrer au fichier central des dispositions de dernière volonté. Il faut savoir qu'un notaire, quand il ouvre une succession en France, il a l'obligation, d'interroger ce fichier. Par conséquent, on retrouvera le testament et on appliquera, la disposition. Alors, on a une autre question posée par Chris, qui est pas tout à fait, qui n'aborde pas tout à fait les questions qu'on vient de voir. Et Chris demande comment faire revenir mon enfant en France si mon ex-conjointe qui vit à l'étranger avec sa famille décédait. Alors, si vous êtes divorcé et que votre enfant est parti à l'étranger avec sa mère, vous avez toujours ce qu'on a expliqué tout à l'heure, l'autorité parentale conjointe. Donc ça, c'est la notion française, mais même si l'enfant vit à l'étranger, c'est la notion de responsabilité parentale. Donc en tant que parent, vous avez le droit évidemment de faire revenir votre enfant en France pour fixer sa résidence habituelle à votre domicile. Et dans l'hypothèse où il y aurait la moindre difficulté avec l'ex-belle-famille qui se trouve à l'étranger, il faut se rapprocher d'un confrère avocat local et d'un avocat français pour engager une action, soit devant l'autorité de l'état de résidence actuel de l'enfant, soit en France, pour redéfinir en fait le cadre de vie de l'enfant. Mais a priori, de toute façon, en tant que détenteur unique de l'autorité parentale, en gros, le parent qui est resté en France peut prendre toutes les décisions concernant son enfant. Alors, une autre question. Alors, j'en ai une d'Elisabeth. Ah, attendez, je l'ai perdu la question. La différence entre un mandataire à titre posthume et un exécuteur testamentaire. Voilà, c'était celle-ci à laquelle je pensais. Eh bien, c'est vrai que les deux notions sont très proches, mais elles sont totalement compatibles. L'exécuteur testamentaire va plutôt s'assurer de la bonne exécution, tout simplement, de la succession, alors que le mandataire à titre posthume, lui, il va gérer et il va administrer. Les deux sont tout à fait compatibles. Dans des successions où vous avez un contexte international avec notamment des pays de common law, notamment en Grande-Bretagne, la notion d'exécuteur testamentaire, elle est assez intéressante parce qu'elle fonctionnera dans les deux pays. C'est une notion qui est reconnue dans les deux pays. Donc c'est vrai que dans ce type de succession, en matière d'anticipation, je trouve toujours intéressant de nommer un exécuteur testamentaire. Alors, une autre question de Françoise. Quels sont les éléments qui permettent la reconnaissance du statut d'adulte incapable afin de faire un mandat pour autrui? Alors, Angélique, pour faire un mandat pour autrui, est-ce qu'il faut que l'adulte soit déjà incapable au moment où on fait ce mandat? Parce qu'on avait pris tout à l'heure l'exemple de l'enfant handicapé, par exemple, qui reste en France et les parents partent vivre à l'étranger. Alors, c'est une bonne question. Non, en fait, parce que, enfin non, la réponse est à prendre avec une certaine modération. Le fait est que l'adulte, lorsqu'il est capable, c'est à lui de prendre ses décisions. Ça peut paraître simple ce que je dis, mais aucun parent ne peut agir finalement sur les décisions dès lors que son enfant atteint tout simplement la majorité.
En revanche, lorsqu'il devient incapable, eh bien, ce sont les règles d'incapacité donc qui se mettent en place telles que l'on vient de les évoquer juste avant, qu'il n'est plus possible d'agir en amont, quelque part, de la situation. C'est vrai que le mandat pour autrui, il est plutôt intéressant lorsque l'enfant qui est déjà avec une certaine incapacité deviendra un majeur incapable. Alors, dans cette hypothèse, il y a toujours aussi la curatelle, la Oui, tutelle, bien sûr, bien sûr, bien sûr. mécanismes qui sont courants aussi. Tout à fait. Alors, il y avait une autre question. Il y en a eu plein qui se sont insérés. Voilà. Alors, c'est une question de Chris qui doit apparaître dans le chat. Ma mère vit à l'étranger et commence à perdre la tête. N'est-il un moyen de la protéger? Alors, c'est une bonne question parce que les mandats dont on vient de vous parler, cela suppose d'avoir sa capacité au moment de la signature de ces mandats. Et c'est vrai que dès lors que la personne perd la tête, alors c'est vrai que la notion de perdre la tête, nous ne sommes pas des médecins, hein, nous sommes des juristes, donc c'est pas nous qui allons juger en fait de la capacité intellectuelle de la personne. En revanche, si un médecin effectivement nous prévient, il nous informe que la personne n'a plus sa capacité, on ne pourra plus signer de mandat avec elle. Elle sera plus en mesure en fait de régulariser un mandat. Et là, on va passer sur les autres types de protection que l'on a vu en début pour ce qui concerne le majeur incapable, savoir la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice, etc. Mais encore une fois, pour pouvoir régulariser ce type de mandat, il faut avoir sa pleine capacité. Alors après, peut-être avec la difficulté pour la tutelle, la curatelle, si la personne vit à l'étranger. Il faudra aussi vérifier que ce mécanisme est reconnu. Exactement, mais surtout, il faudra aussi prendre connaissance des mesures locales. C'est-à-dire que là, on vous a présenté les mesures françaises. Chaque pays a aussi ses règles en matière d'incapacité. Et donc, il faut regarder tout simplement les mesures locales de résidence du majeur qui est devenu incapable. Alors, je vais répondre à la question. Elle est pas tout à fait liée au sujet, mais elle y répond partiellement en tout cas. De Karl, si nous avons des biens immobiliers dans plusieurs pays et que nous enregistrons un testament en France, devrons-nous ouvrir la succession dans chaque pays? Les réserves héréditaires devront-elles respecter les règles de chaque pays de localisation des biens? Pouvons-nous décider dans le testament que la loi française s'applique pour l'ensemble des biens immobiliers? C'est un petit peu plus complexe que cela, ça dépend des pays. Chaque pays ayant ses propres règles de conflit. Donc, je ne peux pas vous dire si oui, un testament en France suffit. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépendra vraiment des pays qui sont impliqués. Alors, on a une question aussi d'Emmanuel qui nous demande: vaut-il mieux lancer des démarches en France en premier, entre parenthèses testament, pour la garde des mineurs, ou commencer par se renseigner auprès d'un juriste local, puis faire rédiger un testament en France? Alors, de ce que je comprends dans la question d'Emmanuel, on serait dans le cadre où les enfants resteraient en France et où les parents seraient partis en expatriation, en fait. On va partir sur ce cas de figure. On va partir sur ça. C'est assez surprenant si les mineurs sont en France et les parents à l'étranger. Ça peut arriver, hein, ceci dit, mais je pense que c'est un cas extrêmement rare. Ou alors que les parents partent avec les enfants mineurs et soient à l'étranger. Ouais. C'est quand même le plus courant, effectivement. Ouais. Alors, effectivement, on peut faire deux choses. Aller voir un spécialiste local pour savoir comment, en cas de décès, comment serait traitée la situation par le droit local pour les enfants. En cas de décès des parents, quid pour les enfants. Ce juriste local expliquera s'il faut faire une procédure ou un acte sous seing privé, s'il faut désigner quelqu'un sur place pour lui confier des pouvoirs et sous quelle forme. Effectivement, parallèlement, c'est toujours bien de déposer un testament chez un notaire
qui, là encore, va peut-être désigner une personne de confiance pour s'occuper des enfants, de leur personne physique et de leur patrimoine. Donc, dans les Alors, oui, vas-y. non, on peut choisir une autre question. Alors, là, je prends celle d'Elisabeth. Alors, elle est passée dans le chat, voilà. Est-ce qu'à votre avis, la législation britannique ne voit pas d'inconvénient à un mandataire à titre posthume décidé côté français et qu'il y a une succession internationale? En fait, ça répond à ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que dans une succession franco-britannique, donc avec un pays comme le nôtre, le mieux est d'avoir un exécuteur testamentaire, puisque l'exécuteur testamentaire est reconnu dans les deux législations. Donc, il évitera justement des incompréhensions en termes d'exécution dans les législations. Et tout dépend surtout de la loi successorale qui puisse s'appliquer. Donc là, je déborde un peu du sujet, mais le sujet est un petit peu plus complexe. Retenez juste que dans une situation franco-britannique, le mieux, c'est quand même d'avoir un exécuteur testamentaire. Est-ce qu'on a répondu à toutes nos questions? Alors, on a juste une petite question de Jean Bruno qui nous demande si on peut envoyer plus tard notre présentation en PDF pour les retardataires. Je suppose que oui, peut-être en rentrant en contact différemment ultérieurement avec l'UFE. Une autre question de Jérôme. Quel produit conseillez-vous pour mettre en place une rente mensuelle pour un majeur incapable au décès des parents? Alors, pour le coup, ça dépasse notre champ de compétences. En revanche, je pense que les assureurs et les banquiers peuvent tout à fait prévoir ce type de produit. Je pense à certaines assurances vie, par exemple, qui peuvent être intéressantes. Donc, je vous invite plutôt à prendre attache auprès d'un assureur ou d'un banquier qui pourra mieux vous répondre. Alors, Michael nous pose une question. Comment protéger un parent qui refuse un bilan psychiatrique? Alors, c'est toute la difficulté des personnes qui commencent à perdre leur faculté mentale et qui peuvent être dans le déni. Alors, il n'y a pas d'autre solution que de le faire constater par un expert, par un médecin. On ne peut pas forcément contraindre quelqu'un à aller faire un bilan. Souvent, ça va se passer lors de difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours et il va y avoir un signalement par un médecin ou par une personne tierce qui va amener de fait le parent qui perd ses facultés mentales soit chez des pompiers, soit chez des services médicaux et qui vont le renvoyer vers un psychiatre pour faire un bilan qui va être un peu imposé. Mais en tant qu'enfant, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de moyen d'imposer à un parent de faire un bilan psychiatrique s'il n'y a pas des éléments objectifs constatés par des tiers qui le justifient, de mise en danger de lui-même. Donc, on n'a pas de solution juridique directe, mais en gros, il faut finalement qu'il y ait un peu un accident de la vie qui va entraîner la personne de fait à être contrainte de réaliser ce bilan. Il y a une dernière question sur les formes des mandats. Effectivement, le mandat de protection future pour soi-même, celui pour autrui, celui à titre posthume. Ce sont des actes essentiellement notariés, alors obligatoirement notariés pour les deux derniers. Le mandat de protection future pour soi-même peut être sous seing privé quant à lui, mais les autres sont notariés automatiquement. Alors, une question de Vanessa. Je suis française et ma fille est née en Angleterre. Séparée du papa depuis 5 ans, je souhaite revenir en France. Le papa ne s'est jamais occupé de ma fille, mais ne veut pas
que je revienne en France avec ma fille. Elle a la double nationalité. Je lui ai proposé d'avoir ma fille pendant les vacances scolaires. Que faire? Alors, je suppose que donc vous êtes en Angleterre avec votre fille et que le père, qui ne s'en occupe visiblement pas, mais réside également en Angleterre. Là encore, il faut aller voir un avocat local en Angleterre avant de partir en France, puisqu'il faut éviter de changer de pays sans avoir l'accord préalable de l'autre parent, même s'il ne s'occupe pas effectivement de l'enfant. Et en même temps, aller voir un avocat en France spécialisé en droit de la famille. L'idée étant d'anticiper le projet d'installation en France, c'est-à-dire de sécuriser un logement, une activité professionnelle, un cadre de vie pour l'enfant, une scolarisation, d'essayer d'obtenir à l'amiable l'accord du père en Angleterre. Si ce n'est pas possible, de saisir le juge, l'équivalent du juge aux affaires familiales français, mais en Angleterre, pour avoir une décision de justice qui permet d'être autorisé à partir. Par ailleurs, si le père accepte de signer une autorisation de sortie du territoire et un document selon lequel il est OK pour scolariser l'enfant en France, ça peut suffire pour venir en France et scolariser l'enfant, et ensuite saisir le juge aux affaires familiales français pour régulariser et cadrer la nouvelle situation et les modalités de vie de l'enfant en France, et notamment le droit de visite et d'hébergement du père. Je pense qu'on a balayé toutes les questions. Je pense aussi, on a balayé quand même. Il y a beaucoup de questions, donc on ne peut pas à tout y répondre. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les envoyer directement à l'UFE qui se fera le relais en fait de vos questions. Et bien sûr, avec Céline, nous sommes tout à fait à votre disposition pour y répondre. Voilà, vous avez nos coordonnées également sur le dernier slide. Si vous présentez que vous avez des questions plutôt côté notaire, il faut écrire à Angélique, et plutôt côté avocat, c'est chez moi. Merci à tous, merci encore à l'UFE, et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, bonne fin de journée à tous, au revoir.